Times Square, la place la plus connue de New York, au centre du quartier touristique de la ville. Depuis le mois de février, plusieurs dizaines de dissidents chinois appellent tous les samedis soirs à la révolution. Leur objectif, que de l'autre côté de la planète, en Chine, le peuple se soulève et renverse la dictature communiste. Pourquoi venez-vous ici ? Pour la démocratie, pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour la pluralité politique en Chine. Nous voulons délivrer un message au peuple. Nous voulons une révolution pour en finir avec le parti unique. Avec ce rassemblement, nous espérons obtenir des soutiens dans le monde entier. Que ceux qui aiment la paix, la liberté et la démocratie s'intéressent plus à la situation des droits de l'homme en Chine. Ces dissidents ont tous été persécutés dans leur pays. Réfugiés politiques aux États-Unis, ils prônent une révolution non violente, sous les yeux bienveillants des Américains. Je pense que cette manifestation est une bonne idée. Si personne ne s'exprime pour obtenir une réaction internationale face à l'oppression chinoise, il ne se passera jamais rien. Alors oui, c'est vraiment une très bonne chose. Ce qui donne de l'espoir à ces dissidents chinois, c'est le printemps du monde arabe. Des régimes autoritaires, en place depuis des décennies, ébranlés par des soulèvements populaires. La chute de Ben Ali en Tunisie, puis de Moubarak en Égypte, prouve qu'il est possible de faire tomber un dictateur de manière pacifique. Particularité de ces révolutions, elles sont rapides et en apparence spontanées. Leur succès repose sur de nouvelles armes, Internet et les réseaux sociaux. À chaque fois, les régimes dictatoriaux accusent l'Occident, et en particulier les États-Unis, de tirer les ficelles de ces soulèvements. Mais qu'en est-il vraiment ? En Égypte, en Chine et même au Cameroun, nous serons aux côtés de ces activistes d'un nouveau genre. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Aux États-Unis, nous découvrirons qui les finance et comment certains géants du net aident ces nouveaux révolutionnaires. New York, aux États-Unis. Nous sommes au nord de Manhattan, à l'université Columbia, l'une des plus prestigieuses du pays. Au cœur de cette honorable institution, ce jour-là, un homme prêche la révolution. Il est serbe, il s'appelle Srđan Popović. Pour vous expliquer simplement ce que nous faisons, nous enseignons un savoir-faire à différents groupes à travers le monde pour lutter le plus efficacement possible contre la dictature et pour la démocratie. Son credo, c'est la non-violence. Devant un parterre d'étudiants et de défenseurs des droits de l'homme, il fait une révélation. Son organisation, Canvas, forme de jeunes activistes dans tout le monde arabe et en particulier en Égypte. Cette révolution de 90 jours n'était en rien spontanée. Oubliez cette illusion. Ça a été une opération méticuleusement préparée. Il y a 3 grands principes pour obtenir un succès: unité, planification et discipline non violente. Et Srđan Popović est un expert en révolution. En 2000, à Belgrade, il était le leader d'une organisation étudiante, Otpor, c'est-à-dire résistance en serbe. Il était parmi les meneurs des manifestations qui ont conduit à la chute du président Milošević. Dans la foulée, ces méthodes de lutte non violente se sont propagées dans toute l'Europe de l'Est. 2003, révolution des roses en Géorgie. 2004, révolution orange en Ukraine. 2005, révolution des tulipes au Kirghizistan. Depuis, la révolution est devenue le fonds de commerce de Srđan Popović. Il a écrit un manuel, La lutte non violente en 50 points. Une bible pour les jeunes révolutionnaires. On y trouve des principes théoriques, mais aussi des exercices pratiques. Exemple, comment simuler une campagne électorale
et surveiller son bon déroulement pour éviter les fraudes. Il y a des conseils, ne jamais laisser passer une occasion de rassembler des fonds, et il prône aussi l'humour comme technique efficace de résistance face à la violence. Un mode d'emploi que les jeunes Égyptiens ont appliqué à la lettre. Au Caire, quand les partisans de Moubarak ont attaqué les manifestants sur la place Tahrir, ils ont répondu par la dérision. Vous vous souvenez de ces photos de drôles de chapeaux portés par les manifestants? Quand ils étaient face à une foule de partisans de Moubarak qui leur lançaient des pierres, ils ont sorti ces chapeaux en guise de bouclier, puis ils ont chanté. Ils sont donc restés pacifistes jusqu'à la fin. Ce mode d'action bon enfant en plein cœur d'une révolution rend la méthode de Srdja Popović d'autant plus séduisante. Au bout d'une heure de conférence, l'activiste serbe a convaincu son auditoire. Il est accessible. Si vous n'avez jamais entendu parler de non-violence, vous allez être séduit par ses idées. C'est quelqu'un de simple, comme vous et moi. Il ne voit pas les choses du point de vue d'un homme politique, loin des réalités. C'est tout le contraire. Il adopte le point de vue du manifestant. Il montre comment on peut réussir face à un régime brutal. Vous savez, pour moi, c'est vraiment un héros. Beau travail, bravo. Vraiment, je ne suis pas un héros. Je suis quelqu'un qui a la rare opportunité de propager un savoir-faire qui peut aider beaucoup de monde. Et si on peut changer un peu leur vie, ça me fait vibrer. Srdja Popović apparaît comme l'homme providentiel dans les révolutions du monde arabe. Mais comment son organisation fait-elle pour former des apprentis révolutionnaires? Qui les finance? Et que se passe-t-il une fois le dictateur tombé? Pour le savoir, nous allons en Égypte 4 mois après la chute du régime. Nous sommes à Alexandrie, à 200 km du Caire. Nous y rencontrons Mohamed Adel, 23 ans, un des disciples de Srdja Popović. Il est le leader du mouvement du 6 avril, un groupe de jeunes activistes dont le rôle a été déterminant pendant la Révolution. Aujourd'hui, il veut continuer à mobiliser pour éviter que l'élan démocratique ne retombe. Ce soir-là, il tente de recruter de nouveaux militants. Nous ne sommes ni islamistes, ni libéraux, ni socialistes. Et nous ne soutenons aucune de ces idéologies. Mais notre mission première était de réveiller le peuple grâce à la lutte non violente. Entraîner le peuple dans un mouvement pacifiste, c'est ce que ce blogueur a fait durant la Révolution. Nous l'avions filmé à l'époque, avant la chute de Moubarak. C'est du site internet de son mouvement que sont partis les premiers appels à manifester. Mohamed Adel était aussi sur le terrain pour filmer ou récupérer des vidéos et les diffuser sur le net. Comme celle-ci, des policiers tirent à balles réelles sur la foule. Et face au canon de l'armée, les activistes ont appelé à sympathiser avec les soldats pour éviter les effusions de sang. C'est ce qui a fait le succès de la révolution égyptienne, et tout ça, Mohamed Adel l'a appris en Serbie. Le voici, 1 an avant le printemps arabe, aux côtés de Srdja Popović, le pape de la révolution non violente, le directeur du centre de formation Canvas. À l'époque, le jeune blogueur fait 2 semaines de stage à Belgrade avec 14 autres militants égyptiens et algériens. Il est filmé ici lors d'un cours. Mohamed Adel reviendra de ce séjour avec un mode d'emploi de la révolution et un symbole, le poing fermé. L'emblème des activistes serbes, devenu celui du mouvement égyptien du 6 avril. Ce soir-là, à Alexandrie, il continue de mettre en application ce qu'il a appris à Belgrade. Exemple, ne jamais rater une occasion de récolter des fonds. Si Dieu le veut, nous allons dans les 2 à 3 mois qui viennent installer un système de donation par Internet. Celui qui veut soutenir le 6 avril peut payer avec sa visa en ligne ou par virement bancaire. Et pour finir, j'ai une petite proposition.
Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars. Demain, c'est le mois d'avril. Vous pouvez mettre à jour vos cotisations dès maintenant. Ok ? Normalement, c'est à partir de demain, mais ceux qui veulent payer maintenant, allez-y. À la fin, c'est donc distribution des formulaires d'adhésion. Et c'est carton plein. Les cotisations tombent et les nouvelles demandes d'inscription s'empilent. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Combien ? 69. 69 demandes en combien de jours ? Aujourd'hui seulement. Depuis la Révolution, le mouvement du 6 avril est passé de 3 000 à 12 000 membres, ce qui rapporte environ 28 000 € par mois de cotisation. Une coquette somme en Égypte pour ces nouveaux révolutionnaires. Le Caire, quelques jours plus tard, au QG du mouvement du 6 avril. Mohamed Adel accueille aujourd'hui un homme important pour lui, un de ses formateurs serbes. Il arrive directement de Belgrade. Il s'appelle Milan et pour des questions de sécurité, il refuse que nous filmions son visage. Pourquoi voulez-vous rester anonyme ? Parce que je pourrais avoir des problèmes pour travailler plus tard. Dans certains pays, cela pourrait vraiment me nuire. Dans quel pays êtes-vous allé jusqu'à présent ? Dans de nombreux pays, pour faire des formations. En fait, je préfère ne donner que les continents. Je suis allé en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Europe. Et le monde arabe ? Bien sûr, le monde arabe. Milan n'est pas le seul formateur de Canvas. Ils sont 14 à parcourir le monde. Les militants tiennent à lui montrer ce drapeau qu'ils ont brandi le jour de la chute de Moubarak. Un drapeau avec le symbole du poing fermé. Que ressentez-vous en voyant cela ? Je suis vraiment ému. Et je suis vraiment très très fier de ce qu'ils sont parvenus à faire. Comment ils ont lutté dans une situation très difficile et comment ils ont réussi à gagner. Mohamed Adel et son formateur serbe sont toujours restés en contact pendant les manifestations. Aujourd'hui, Milan vient aider les jeunes militants à réussir l'après-révolution. Parlez-nous de la Serbie. Qu'est-ce que vous avez fait après la chute de Milosevic? Racontez-nous votre expérience. En fait, en Serbie, nous n'avions pas de stratégie bien définie après la Révolution. Comme vous, nous étions un peu désemparés. Nous faisions face à un dilemme. Est-ce qu'on devait former un parti politique ou devenir un groupe de pression? C'est un peu comme vous, en fait. Oui, c'est la même chose chez nous. Nous, on a choisi de devenir un groupe de pression. Et les jeunes Égyptiens suivent l'exemple de leur mentor serbe. Pas question pour l'instant de devenir un parti politique. Le mouvement du 6 avril préfère former des activistes aux techniques pacifistes. Pour cela, Mohamed Adel dit ne compter que sur les cotisations des membres et ne pas recevoir d'argent de l'étranger. Quant aux formateurs serbes, comment sont-ils payés? Par qui? Au Caire, Milan ne veut pas en dire plus. Canvas entretient le flou sur son financement. Nous repartons pour les États-Unis. Plus précisément à Washington, la capitale fédérale, le siège du pouvoir américain. Nous sommes dans le quartier des lobbies et des ONG. À l'université Johns Hopkins, nous retrouvons Sergia Popovic, le fondateur de Canvas. À la différence de la conférence de New York, son public n'est pas composé d'étudiants, mais d'hommes et de femmes d'influence. Nous repérons un membre du département d'État, le ministère des Affaires étrangères. Et surtout Ivan Vejvoda, le vice-président de la German Marshall Fund, une puissante ONG américaine. En 2010, elle a distribué 6 millions d'euros pour des projets en faveur de la démocratie. Et une fois encore, Sergia Popovic met en avant le succès de sa méthode.
La lutte non violente en 50 points, ce manuel a été traduit en 6 langues différentes. Un exercice d'autopromotion pour convaincre l'auditoire de son sérieux. Car l'important aujourd'hui, pour Srdja Popović, c'est surtout ce qui se passe après la conférence. Si j'ai une question, comment je peux vous contacter? Par email. L'email, c'est le meilleur moyen de me joindre, car je suis toujours entre deux avions. C'est avant tout l'occasion de nouer ou d'entretenir de précieux contacts. Il retrouve ainsi Ivan Vejvoda de la German Marshall Fund. Les deux hommes se connaissent depuis plus de 10 ans. À l'époque, son organisation avait financé le mouvement étudiant de Srdja Popović. Et vous continuez aujourd'hui avec Canvas ? Non, moi-même et mon organisation ne continuent pas. Mais je sais qu'il y a d'autres organisations qui sont engagées dans ce soutien. Ils ont d'autres donateurs, mais s'ils se tournent vers nous, il y a une forte possibilité qu'on trouve un projet qu'on voudrait soutenir. Absolument. C'est pour ça que c'est très important ce que Srdja Popović fait, c'est de faire un peu ce qu'on dit en français, faire la tournée des popotes. Cette tournée des popotes doit permettre de décrocher de nouveaux soutiens. Nous découvrons que Canvas ne vit que grâce aux subsides donnés par des ONG, en majorité américaines. Elle finance ponctuellement des trainings dans lesquels interviennent les formateurs de Canvas. Canvas est vraiment une organisation qui ne coûte pas cher. Nous n'avons que 5 salariés. Notre travail est facile à financer. Nous faisons des conférences dans 12 universités différentes. Nous sommes impliqués dans des ateliers de formation organisés par 25 ONG. C'est une très longue liste. UNDP, Freedom House, OSC, la Fondation Ebert, Amnesty International la semaine prochaine. On construit un partenariat avec toutes ces ONG, mais nous ne recevons pas directement de financement de leur part. Nous voulons rester indépendants. Une subtile distinction, car Popović ne veut surtout pas afficher qu'il est financé par des Américains. Nous nous sommes intéressés à ces organisations partenaires de Canvas. Qui sont-elles et comment interviennent-elles? Freedom House, par exemple. Son siège se trouve aussi en plein cœur du quartier des lobbies de Washington. Fondée il y a 70 ans par la femme de Roosevelt, le président de l'époque, c'est la plus ancienne et c'est l'une des plus grosses organisations de promotion de la démocratie dans le monde. Nous rencontrons Cherif Mansour. Il rentre tout juste du Caire. Cet Égyptien chapeaute les formations d'activistes au Maghreb et au Moyen-Orient. Sans lui, Mohamed Adel, le leader du mouvement égyptien du 6 avril, n'aurait jamais été formé aux pratiques de non-violence par Canvas. Ces 2 photos ont été prises en Serbie. Il y avait beaucoup de jeunes, des femmes, tous les participants de cette formation, y compris Mohamed Adel. C'est Freedom House qui a payé cette formation en 2009 à Belgrade. Cherif Mansour était lui aussi présent. Il est même sur la photo souvenir aux côtés de Mohamed Adel. Nous travaillons avec Canvas. C'est un de nos partenaires sur le terrain. On les engage surtout quand on a besoin de travailler avec des groupes de jeunes, parce qu'ils ont un bon contact avec eux. Ils ont une très bonne histoire à raconter, avec des conseils vraiment pratiques, des leçons tirées de leur propre expérience. Et Freedom House ne compte pas seulement sur Canvas. En Égypte, l'ONG américaine travaille directement avec plus de 70 organisations. Elle a financé des dizaines de formations depuis 5 ans. L'investissement de Freedom House est colossal. Avec un budget de 10 millions d'euros, l'ONG dit soutenir des activistes dans tous les régimes dictatoriaux de la planète, la Corée du Nord exceptée. Ce jour-là, Cherif Mansour fait un débrief de son voyage en Égypte avec ses chefs. Ensemble, ils cherchent à aider les militants égyptiens après la chute du dictateur. Les Égyptiens manifestent régulièrement dans les rues le vendredi pour s'assurer que le conseil militaire tienne bien sa promesse de poursuivre en justice Moubarak et tous les anciens dirigeants pour ce qu'ils ont fait. Quelle est la position des Égyptiens par rapport à l'idée d'une aide extérieure? Est-ce qu'il faudrait faire pression sur le gouvernement égyptien ou américain? Paula Schrieffer s'occupe du lobbying.
Car Freedom House ne se contente pas de financer des formations. L'ONG veut aussi influencer les politiques des gouvernements en matière de démocratie. À Freedom House, notre principal lobbying est centré sur le gouvernement américain pour qu'il prenne les bonnes décisions en matière de droits de l'homme. Et c'est un travail à plein temps. Pour cela, elle a un atout. Elle a travaillé pour une agence gouvernementale. Et elle n'est pas la seule. Chez Freedom House, la plupart de ceux qui détiennent les postes clés viennent de l'administration américaine. Comme Robert Herman, le chef des programmes, employé pendant 7 ans par le gouvernement des États-Unis. Et comme le président actuel de l'ONG, David Kramer, un ancien du département d'État, le ministère des Affaires étrangères. Nous découvrons aussi que Freedom House est financé à 75% par des fonds gouvernementaux. Cette proximité avec l'administration américaine a longtemps été considérée par les activistes comme un obstacle. Mais les choses sont en train de changer. Beaucoup d'activistes m'ont dit que pendant des années, ils ont refusé les financements américains de peur d'être accusés d'être des agents de l'étranger. Mais finalement, ils se sont dit, quitte à être accusés, autant accepter de travailler avec des organisations financées par les États-Unis. C'est un sujet vraiment délicat, car seuls les activistes peuvent décider s'ils sont prêts ou non à prendre le risque de travailler avec nous. Nous avons demandé à l'ONG de pouvoir filmer une formation d'activistes qu'elle finance. Après le Moyen-Orient, dans quelle région du monde portent-ils leurs efforts pour faire avancer la démocratie? Direction l'Afrique. Au Cameroun, où Freedom House vient de lancer un vaste programme. Nous sommes à Yaoundé, la capitale. Cette république de 20 millions d'habitants est connue pour la richesse de son sol. Pétrole, diamants, gaz naturel. Depuis 30 ans, un homme, Paul Biya, règne sur le pays. À l'image d'un Moubarak en Égypte, il remporte systématiquement les élections avec des scores écrasants. À chaque fois, elles sont contestées par les opposants, mais ici, l'homme a les pleins pouvoirs et toute tentative de manifestation est réprimée. Dans ce bâtiment du centre-ville, Freedom House a réuni une vingtaine d'activistes pro-démocrates, tous membres d'ONG locales. Et ce jour-là, leur professeur, c'est un Serbe. Nous allons parler de la façon d'élaborer un message. C'est la prochaine étape de notre formation. Comme Serja Popovic, il était un des leaders d'Otpor, le mouvement étudiant qui a renversé Milosevic. Aujourd'hui, Vukasin Petrovic est salarié de Freedom House. Cet expert en communication assure des formations dans toute l'Afrique. Un bon message est court, direct, clair et visuel. Il doit aller droit au cœur. Il est ciblé et répété. Les activistes sont attentifs, car dans quelques mois se déroulent les élections présidentielles. Pour eux, l'enjeu, c'est d'inciter les gens à voter et qu'un changement arrive par les urnes. Il faut trouver des slogans qui fonctionnent. Vukasin Petrovic les met au défi avec un exercice pratique. Imaginez, vous êtes échoué sur une île déserte et vous devez me convaincre de venir vous chercher. Tout le monde a un papier, une bouteille vide. Vous avez 5 minutes pour trouver le bon message et me persuader de venir vous sauver. Toutes ces techniques de communication, pour les jeunes, c'est une découverte. On ne connaissait pas toutes les étapes qu'il fallait suivre en fait, pour arriver à vraiment convaincre un public de nous suivre. Et je crois que cette formation elle est utile pour ça. Trouver des slogans n'est pas le seul objectif de ces cours. Les activistes vont apprendre aussi à surveiller les élections, répondre aux journalistes et mieux maîtriser Internet. Un programme ambitieux sur 6 mois. Vous ne verrez probablement pas tous les effets de cet atelier immédiatement. Et c'est bien pour ça que nous organisons 6 séances de formation et que nous passerons beaucoup de temps avec ce groupe d'activistes. L'homme qui gère le programme de Freedom House, c'est lui, Maxime Longanguet, un Français.
Il vient tout juste d'ouvrir le nouveau bureau de l'ONG américaine à Yaoundé, ce qui fait partie d'une stratégie d'expansion dans toute l'Afrique. Il y a un bureau en Afrique du Sud qui couvre l'Afrique australe et il y a un bureau qui est en cours de réouverture au Kenya et qui va couvrir l'Afrique de l'Est. Et pourquoi Yaoundé? En fait, c'est un bureau, oui, c'est le bureau pour nos activités au Cameroun, mais l'idée, c'est de faire en sorte que, comme les autres bureaux, ce bureau permette de couvrir l'Afrique centrale et voire l'Afrique de l'Ouest dans les années à venir. Cette formation, dispensée à Yaoundé par Freedom House, est entièrement financée par le gouvernement américain. Son coût, $1,5 million, soit 350 000 €. Et les États-Unis ne s'en cachent pas. C'est l'ambassadeur américain lui-même qui a lancé l'opération en mars dernier. Sur son site internet, nous avons retrouvé son discours où il dit combien les États-Unis sont heureux de financer ce programme. Stéphane Koch est un des participants. Il est membre d'une ONG camerounaise qui milite pour des élections fiables et transparentes. En 2004, son organisation avait affrété un bus qui sillonnait le pays pour inciter les gens à voter. Une initiative qui a attiré l'attention des Américains. Un jour, l'ambassade des États-Unis nous a appelés et nous a dit tenez, vous avez fait telle chose, ça nous a vraiment plu et nous aimerions que vous le fassiez à une échelle beaucoup plus large. Voilà. Et depuis lors, nous avons de bons contacts au niveau de l'ambassade des États-Unis et ce projet continue à les intéresser. Après cette première expérience, le jeune militant n'a aucun état d'âme à accepter cette session de formation financée par les Américains. Nous n'avons aucun complexe par rapport à ça. Pourquoi ? La loi au Cameroun interdit tout financement privé ou public. Donc, les associations, voilà, sur la liberté d'expression. Les associations, si on attend que des sponsors nationaux, on n'en aura jamais. Et quand ils nous proposent ça, nous on prend des deux mains et on continue à faire ce qu'on fait. C'est le résultat qui nous intéresse. Tous ces jeunes activistes sont peut-être les leaders de demain au Cameroun. Financer cette formation permet aux Américains de nouer un contact privilégié avec eux. Un partenariat qui leur assure des alliés pour l'avenir. Et cette stratégie se passe à un niveau mondial. Depuis 2008, les États-Unis organisent chaque année des sommets de la jeunesse. Ils rassemblent des centaines d'activistes de tous les continents. Une initiative du département d'État. Parmi ces jeunes se trouvaient les futurs meneurs des révolutions du monde arabe. La première édition a eu lieu à New York. Voici la bande-annonce. Bienvenue à tous. Vous changez le monde. Vous faites un travail important. Vous êtes le meilleur antidote au terrorisme, à la violence et à l'oppression. L'année suivante, à Mexico, c'est Hillary Clinton, la secrétaire d'État, qui s'adresse aux jeunes activistes en direct via Internet. Elle met l'accent sur l'intérêt des nouvelles technologies. Vous êtes l'avant-garde d'une génération montante de citoyens militants. J'espère que cette conférence vous permettra d'apprendre les uns des autres, de découvrir les derniers outils high-tech pour renforcer votre pouvoir quand vous rentrerez chez vous. Objectif numéro 1 de ces sommets, faire la promotion d'outils Internet pour aider les activistes dans leur combat. À la tribune, des responsables du département d'État, mais aussi les dirigeants de géants américains du web, comme Jack Dorsey, le patron de Twitter, un outil de communication en ligne qui permet d'échanger de courts messages. Et ici, on n'hésite pas à diffuser aux activistes un petit film pour leur expliquer comment se servir de Twitter à des fins politiques. Comment utiliser Twitter pour changer la société ? Comment changer le monde avec ce micro-site blogging Twitter en écrivant des messages de 140 caractères maximum ? Quand surgit un événement lié à votre cause, alertez vos contacts en temps réel et mobilisez en donnant le lieu et l'heure de la manifestation. Une façon efficace de réunir un grand nombre de personnes en peu de temps. Associer activisme politique et outils Internet, une grande nouveauté de la diplomatie américaine. Deux hommes en sont à l'origine. Jared Cohen, ici à gauche, ancien membre de l'équipe d'Hillary Clinton, et Jason Liebman, un chef d'entreprise, ancien employé de Google, qui dirige une société multimédia. L'idée leur est venue en 2008, en découvrant l'initiative d'un Colombien, Oscar Morales.
Oscar était un activiste sur Internet, un ingénieur au chômage en Colombie. Il a ouvert une page Facebook, 1 million de voix contre les FARC, un groupe terroriste colombien. Et Oscar a réalisé cette chose incroyable d'obtenir l'adhésion de 400 000 personnes sur cette page, puis de faire descendre plus de 12 millions de personnes dans les rues de 190 villes du monde entier. Tout ça grâce à Facebook. Un outil dont l'objectif premier est de se faire des amis et de draguer. Au département d'État, l'impact de cette page Facebook fait l'effet d'une bombe. Quand l'activiste colombien m'a expliqué comment il avait fait tout ça en un mois, ça m'a stupéfait. Et ça a stupéfait Hillary Clinton et tout le monde au ministère. C'est incroyable que quelqu'un de son salon et de son ordinateur ait pu organiser la plus grande manifestation contre le terrorisme de l'histoire. Cette prise de conscience provoque un tournant dans la politique étrangère américaine. L'administration Obama invente une nouvelle arme, la diplomatie digitale. Washington, au département d'État. Nous avons décroché un entretien avec Michael Posner, un adjoint d'Hillary Clinton en charge du programme Liberté d'Internet. Cela représente une enveloppe de 30 millions de dollars rien qu'en 2010, un budget jamais vu. Michael Posner finance entre autres le développement d'outils high-tech pour aider les militants politiques. Exemple, le bouton panique, un dispositif d'urgence en cas d'arrestation d'un opposant. Sur un téléphone portable, on appuie juste sur un bouton. On efface tous les contacts. C'est ce qu'on appelle le bouton panique. Si un activiste est arrêté, ça permet d'alerter immédiatement tous ses amis pour qu'ils viennent l'aider. Mais c'est aussi un moyen de les prévenir qu'ils courent eux-mêmes un grave danger. Et la dernière technologie financée par le département d'État, c'est le projet Internet dans une valise. Quand un gouvernement répressif coupe le réseau, comme c'est arrivé en Égypte pendant la Révolution, elle permet de rétablir une connexion en parallèle. Nous jouons un peu au chat et à la souris avec les gouvernements. Nous essayons toujours d'avoir un coup d'avance. Nous regardons ce qu'ils font et nous voyons comment nous pouvons répliquer, comment nous pouvons protéger les activistes. Et cela va plus loin. Janvier 2010. Hillary Clinton, dans un discours historique, proclame la liberté d'Internet comme un droit fondamental. La liberté de se connecter est comme la liberté de s'assembler. La seule différence, c'est que c'est virtuel. Comme nous travaillons à faire avancer la liberté, de la même façon, nous nous battrons contre ceux qui utilisent les outils Internet pour semer la peur. Un homme incarne cette diplomatie digitale. Il a 40 ans, il s'appelle Alec Ross. Il est le conseiller d'Hillary Clinton pour les nouvelles technologies. Un poste créé spécialement pour lui. En janvier 2010, il intervient au cœur de la révolution tunisienne. Quand le régime de Ben Ali pirate les comptes Facebook des dissidents pour les identifier, Alec Ross réagit immédiatement. Nous étions en colère. C'était inadmissible. Nous avons convoqué l'ambassadeur tunisien pour lui faire part de notre mécontentement. Et notre ambassadeur à Tunis a fait remonter l'affaire jusqu'au plus haut niveau de l'État. Le gouvernement tunisien était profondément contrarié que les États-Unis s'impliquent ainsi. Je pense que ça a donné une nouvelle assurance aux manifestants tunisiens. Un acte qui prouve l'engagement des États-Unis pour la liberté d'Internet. Pour cela, Facebook et l'administration américaine travaillent main dans la main. Le pouvoir de Facebook, c'est son savoir technique. Et le pouvoir du département d'État, c'est la politique. Le pouvoir technique de Facebook, ajouté au pouvoir politique du département d'État, a aidé à résoudre les problèmes en Tunisie. Alec Ross n'hésite pas, lui aussi, à se servir d'outils Internet comme Twitter pour faire passer des messages. Exemple, le 26 janvier 2011, le lendemain de la première manifestation contre Moubarak. Alec Ross signe de son nom ce tweet. Les citoyens doivent pouvoir critiquer leur gouvernement sans peur de représailles. Clairement, ce haut fonctionnaire se range du côté des manifestants.
C'est une nouvelle voie de l'Amérique? Oui, exactement. C'était difficile d'imaginer faire cela il y a 3 ans. C'était impensable sous le gouvernement Bush, avant qu'il y ait tous ces réseaux. Il faut se rappeler que ces outils sont vraiment très nouveaux. Et Hillary Clinton elle-même a vraiment insisté pour que nous nous servions massivement de ces nouvelles technologies. Cette diplomatie digitale passe donc par des liens privilégiés avec les géants du web. Nous avons voulu interroger sur la question les dirigeants de Facebook et Twitter, de grandes compagnies américaines. Mais elles refusent de s'exposer sur un sujet aussi politique. Une seule entreprise a accepté de nous ouvrir ses portes, le numéro 1 du web, Google. Nous sommes dans les bureaux de Washington. Bob Borstein, le directeur, nous accueille. Ici, les employés peignent sur les murs ou jouent au ping-pong. On est loin de l'ambiance feutrée des cercles diplomatiques. Le responsable de Google assume le rôle joué par l'entreprise lors des révolutions du monde arabe. Quand ils ont coupé Internet en Égypte, quand il n'y avait plus aucun accès, le monde entier s'inquiétait de ce qu'il se passait sur place. Les Égyptiens voulaient communiquer avec l'extérieur. Donc nous avons trouvé un moyen de les aider. Un groupe d'ingénieurs met alors au point un outil sur mesure, le Speak to Tweet. Il permet aux activistes égyptiens de contourner le blocage d'Internet et de communiquer avec le monde. En 2 jours, on a sorti cette technologie. Ça permet à partir d'un appel téléphonique de créer un message vocal sur Twitter, diffusé instantanément sur le web. Le pouvoir égyptien qui voulait bloquer les informations sortant du pays est pris de vitesse. Aider les activistes, ce n'est pas une première pour l'entreprise. Décembre 2007, YouTube, filiale de Google, diffuse sur Internet des images de torture filmées clandestinement dans un commissariat égyptien. Habituellement, YouTube censure ce type d'images ultra-violentes. Dans ce cas précis, il décide de faire une exception. On a su que cela venait d'un défenseur des droits de l'homme très célèbre et que ces vidéos n'étaient pas truquées, qu'elles étaient bien réelles. Alors on s'est senti obligé de donner cette information, de montrer ça aux gens, qu'ils puissent le consulter librement. C'était notre mission. Le coup d'éclat de Google, c'est en janvier 2010. L'entreprise se rebelle contre la Chine. Elle décide de se retirer de ce gigantesque marché. Google veut protester contre les pressions du régime communiste après 6 ans de collaboration avec le gouvernement chinois. La pression devenait de plus en plus importante. Ils ont coupé YouTube pendant un moment. Il n'était pas très correct envers nos employés sur place. Ils faisaient tout pour perturber nos services. Et puis, ils ont piraté le site en décembre. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est après cet incident que nous avons vraiment décidé de ne plus nous plier aux règles chinoises. Aujourd'hui, Google a gagné l'image d'une société engagée aux côtés des dissidents dans le monde entier. Surprenant pour une multinationale. Quel est son intérêt à s'investir ainsi ? Rebecca McKinnon, une spécialiste d'Internet, porte un regard critique sur cet engouement des géants du web pour la dissidence politique. Pour elle, l'attitude de Google est avant tout un formidable coup de pub. Je pense que sur le long terme, d'un point de vue stratégique, ils ont besoin de rester du côté des utilisateurs plutôt que du côté des gouvernements pour obtenir un maximum de confiance de la part des internautes dans le monde. C'est une question de cohérence. Et surtout, c'est bon pour leur business. Elle va encore plus loin et n'hésite pas à souligner l'hypocrisie du gouvernement et des entreprises américaines. Beaucoup de technologies utilisées par des gouvernements du Moyen-Orient, par exemple, pour surveiller et censurer Internet, sont produites par des entreprises occidentales. Et notre gouvernement ne fait rien pour arrêter cela. Donc on dépense une très faible somme d'argent en comparaison pour se battre contre la censure,
qui est aujourd'hui facilité par notre propre industrie. C'est absurde. Complètement. L'exemple le plus criant, c'est la Chine. Cisco, une entreprise américaine, est accusée d'aider le gouvernement chinois à verrouiller Internet. Dans le même temps, d'autres sociétés, elles aussi américaines, aident les dissidents à contourner la censure. Nous partons pour Pékin. Ici, l'enjeu est majeur. La Chine est la plus grande dictature au monde. Et de nouveaux révolutionnaires sont à l'œuvre pour la faire tomber. Nous avons décidé d'y filmer clandestinement pour y rencontrer des opposants au régime communiste. En Chine, les moindres faits et gestes sont épiés. Militaires dans les rues, caméras vidéo à chaque carrefour. Et le web n'y échappe pas. Dans cet état policier, les 400 millions d'internautes sont surveillés en permanence. Nous avons rendez-vous dans la banlieue sud de Pékin. Cet homme, nous l'appellerons Wong, a passé plus d'1 an en prison pour avoir émis des critiques contre le gouvernement. Il a été torturé en détention. S'il est anonyme, c'est parce qu'il risque sa vie en nous parlant. Son seul lien avec le reste du monde, c'est Internet. Il accepte de nous expliquer comment et avec quels outils il contourne la censure du gouvernement. Quand il fait une recherche en écrivant un mot interdit comme jasmin, symbole de la révolution tunisienne, voici ce que ça donne. Regardez, voilà le résultat, c'est écrit « La page ne peut pas apparaître ». Ça prouve que c'est censuré. Ils indiquent « La page que vous essayez d'ouvrir ne peut pas être utilisée. Le site a rencontré des problèmes techniques. » Puis il ouvre un logiciel appelé Frigate, la porte de la liberté. Immédiatement, il fait sauter le verrou de la censure. Wong peut surfer librement et communiquer avec le monde entier. Ce logiciel, c'est une entreprise américaine qui l'a créé. L'accès à Internet est crucial pour les opposants. C'est sur le web que des appels à manifester ont été lancés dans la foulée de la révolution tunisienne. Ce sont les marches du jasmin. Elles prennent la forme de promenades, comme on le voit sur ces images, tournées à Pékin le 20 février 2011. Un mode de protestation inédit, car ici, tout rassemblement politique est interdit. Wong a participé à cette première marche. Il a même pris des photos. Regardez tous les policiers sur cette photo. La première fois, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils nous disaient « Qu'est-ce que vous faites là? Circulez, il n'y a rien à voir !» Et nous on répondait « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le lieu de rendez-vous, un fast-food américain. Un endroit très fréquenté de la capitale chinoise. Les manifestants pouvaient se fondre dans la masse. Mais rapidement, ces promenades ont été brutalement réprimées. Nous avons retrouvé un témoin de ces violences policières, un internaute qui a participé à plusieurs marches du jasmin à Pékin. La deuxième fois, ils avaient même sorti des voitures équipées de canons à eau. Elles allaient et venaient en arrosant la foule pour empêcher le rassemblement. Sur place, j'ai un peu trop parlé. Des gens m'ont demandé « C'est quoi le jasmin? Ça veut dire quoi ?» Alors, je leur ai expliqué que le jasmin était la fleur tunisienne et que là-bas, ils demandaient la démocratie. Je croyais que je ne parlais pas trop fort, mais des policiers m'ont entendu. Immédiatement, il est embarqué par des policiers en civil. Il est interrogé pendant 9 heures dans un commissariat, mais comme les forces de l'ordre n'ont rien à lui reprocher, si ce n'est de se promener dans un lieu public, il est relâché. En revanche, les opposants connus des autorités sont la cible d'arrestations et d'emprisonnements. Une vague de répression sans précédent depuis les événements de la place Tiananmen en 1989. Les activistes ont été tabassés. Certains enfermés dans des hôpitaux psychiatriques. On leur a fait des piqûres pour les calmer, des choses comme ça. Aujourd'hui, si vous allez à Pékin, vous verrez que l'ambiance est extrêmement tendue. La police patrouille et surveille tous les endroits sensibles, 24 heures sur 24. Ils ont installé des caméras sur leur voiture, qui filment aussi 24 heures sur 24 dans toutes les directions.
Les dirigeants ont peur? Oui, ils ont peur. Le gouvernement est effrayé par le risque d'une révolte de grande ampleur. Sur les lieux où se sont déroulées les premières manifestations, nous avons constaté que des militaires et la police secrète patrouillent en permanence. Mais ceux qui appellent à ces marches du jasmin, ceux qui font trembler le régime chinois, se trouvent en fait de l'autre côté de la planète, aux États-Unis. Duke, une des plus prestigieuses universités américaines sur la côte Est. Elle est réputée pour financer de nombreux projets de défense des droits de l'homme. C'est sur ce campus que nous rencontrons Watson Meng, un opposant au régime communiste. Il est réfugié aux États-Unis depuis 15 ans. Ici, il a créé une ONG qui milite pour la liberté de la presse en Chine. Son fer de lance, c'est son site internet, boshun.com. Une référence pour de nombreux Chinois, car il donne accès aux informations censurées par le gouvernement. C'est sur ce site qu'un dissident anonyme a lancé la première marche du jasmin. C'est un modèle de journalisme citoyen. Les informations viennent du terrain. Le site est ouvert à tous pour motiver les gens à s'engager. Chacun peut témoigner de ce qu'il voit et dire ce qu'il pense. Boshun est aujourd'hui la bête noire des autorités chinoises. 2 heures seulement après le premier appel aux marches du jasmin, le site a été bloqué par une cyberattaque sans précédent. Selon Watson Meng, ce harcèlement vient directement du gouvernement chinois. Le réfugié craint même pour sa vie. Il a reçu plusieurs fois des menaces de mort. Depuis, il a pris des précautions. Dans cette enveloppe se trouvent les instructions pour prendre sa succession. Il y a marqué « Ne pas ouvrir sans ma permission », mon nom, à utiliser en cas d'accident ou de meurtre. L'ONG dirigée par Watson Meng est financée par des organisations américaines comme Freedom House, mais aussi par le gouvernement des États-Unis. Depuis 2005, il a reçu près de 550 000 € pour aider les dissidents. Pour lui, cet argent ne discrédite pas leur combat. Les dissidents en Chine ont déjà tellement souffert. Ils ont perdu leur liberté. Certains ont été torturés. Que pourraient-ils perdre de plus en acceptant un soutien venu de l'étranger? Je ne vois pas de problème à ce que le département d'État, n'importe quel autre gouvernement ou une organisation apporte du soutien aux activistes. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, Watson Meng ne relaie plus les appels à la révolution. Trop dangereux. Il a passé le flambeau à un groupe de 25 jeunes blogueurs disséminés dans le monde entier, en Chine, en France, en Corée et aux États-Unis. À New York, nous avons réussi à rentrer en contact avec le leader de ce groupe ultra secret. C'est un étudiant de l'université Columbia. Pour la première fois, il accepte de parler à visage découvert. Il se fait appeler Wadje. Il a 27 ans, c'est le plus âgé de tous. Et c'est lui qui décide des lieux où se déroulent les marches du jasmin en Chine. Voilà comment ça se passe. Sur son blog, hébergé par Google, il demande aux internautes chinois de suggérer les meilleurs endroits où manifester. En fait, n'importe qui peut proposer un lieu de promenade et le faire anonymement. Et vous voyez, on reçoit les propositions. On les compare les unes aux autres et puis on prend la décision finale. Son blog est très populaire, plus de 20 000 visites par jour. Wadje et son groupe mènent leur campagne aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Objectif, que les marches continuent en Chine, malgré la répression. Ces petits génies de l'Internet connaissent toutes les astuces pour déjouer la censure et se protéger contre la piraterie informatique. Wadje accepte de nous en montrer une. C'est encore une application américaine inventée par Google. Normalement, quand tu te connectes à ton compte mail, tu mets ton identifiant et ton mot de passe, c'est tout. Là, en plus, on te demande un code. Ce code, tu le reçois sur ton téléphone portable. Alors même si je te donne mon mot de passe, tu ne pourras pas te connecter car il faudrait que tu aies aussi mon téléphone avec ce code. Et ce code change toutes les 30 secondes.
Armés de ces outils high-tech, Wadje et son groupe comptent bien appeler à la révolution encore longtemps. Si jamais je disparais, dans l'éventualité où je serai tué ou enlevé, mon groupe pourra continuer le boulot. Personne ne pourra nous arrêter. Comme les nouveaux révolutionnaires du monde arabe, ces blogueurs sont des adeptes de la non-violence. Dans leur combat pacifique, ils sont soutenus par des réfugiés politiques venus aux États-Unis après le massacre de Tiananmen. Flushing, un quartier chinois au nord de New York. Ici, au siège du Parti démocratique chinois, des trainings sur la lutte non violente sont organisés chaque samedi. Aujourd'hui, projection d'un documentaire sur les manifestations qui ont conduit au départ de Pinochet au Chili. Regardez, ils disent « La grande force, c'était que ça venait de gens ordinaires, mais qui en fait étaient extraordinaires. Des gens qui ont mis leur vie en jeu dans ce combat. » Celui qui a eu l'idée de ces formations, c'est lui, Fu Shenxi, le secrétaire général du Parti démocratique. Il a fait 15 ans de prison en Chine et a été torturé. Et son idole, c'est Sergej Popović, le Serbe qui a fait tomber Milošević, inspiré les révolutions de couleur à l'Est et formé des activistes dans le monde arabe. Fu Shenxi suit consciencieusement ses préceptes. Il a ainsi choisi la couleur de la future révolution chinoise. Ce sera le bleu. Sergej Popović a eu l'idée de donner des couleurs aux révolutions. Ces pays nous ont montré l'exemple. La couleur devient un symbole pour marquer le mouvement. C'est un signe de ralliement et ça attire le regard des gens. Le rouge représente le Parti communiste. Le rouge a donné à ce monde le côté sanglant et la cruauté, tandis que le bleu représente la douceur et la bonté. Tous les week-ends, ces opposants chinois se préparent pacifiquement à la révolution. Pour mieux faire passer leur message auprès des Américains, ils apprennent des chansons populaires. Ces nouveaux révolutionnaires sont convaincus que la non-violence viendra à bout du régime communiste. Mais la révolution bleue, ce n'est pas pour tout de suite. Ils nous ont donné rendez-vous pour fêter leur victoire place Tiananmen en 2014. We shall not be moved just like a tree, standing by the wall.